Sing me a song of a lass that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Je vais vous faire un book haul de 6 mois, de juillet à décembre 2020. C'est une façon pour moi un peu de me mettre à jour sur les vidéos que je devais vous faire. Donc il y a ce book haul là, il y en a un autre qui va arriver avec janvier, février, mars. Et ensuite il y aura sûrement un petit bilan lecture de janvier, février, mars. J'ai vraiment pas lu beaucoup en début d'année, par contre là je me rattrape vraiment bien en avril, donc j'aurai pas mal de choses à vous raconter après. Donc là du coup on va faire 6 mois de book haul, ça représente à peu près 50 livres. Pour comparer, je trouve que c'est assez raisonnable pour la bonne raison que là en fait en janvier, février, mars 2021, sur les 3 mois réunis, j'ai à peu près le même nombre de livres. Que ce soit des achats ou des réceptions de maisons d'édition ou d'auteurs directement. Donc il y a beaucoup d'achats quand même. C'est pas très cool, mais bon. Ça me fait tellement plaisir d'acheter des bouquins que... Et en fait, j'ai calculé, j'ai à peu près un rendement, je lis un livre, j'en achète 10. Donc du coup, c'est vraiment pas terrible niveau taille de bibliothèque. Mais voilà, je trouve que... je m'en sors pas trop mal, ça se remplit bien, tout ça, on peut regarder le décor et tout, c'est vraiment sympa. Donc je suis plutôt contente, par contre il va falloir que je pousse les murs à un moment donné, je crois. Donc bref, on va commencer le book haul tout de suite, parce que 50 livres à vous parler, il y en a pour un petit moment, donc installez-vous bien, un plaid, un chocolat chaud, et puis c'est parti. Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par le livre numérique, et cette fois-ci j'en ai 2 à vous présenter. Donc le premier, c'est J'aimerais quand même te dire de Charlie Watt. Vous le savez maintenant, Charlie Watt, c'est une auteure que j'adore. C'est peut-être d'ailleurs les seules comédies romantiques que je lis. Quoique, je commence à me développer un petit peu avec la chronique des Bridgerton, mais sinon, c'est vrai que Charlie Watt, ça fait vraiment... c'est l'auteur que je ne loupe pas en comédie romantique, et à chaque fois, je suis super séduite de tout ce qu'elle m'avance... comme histoire, comme personnage, etc. Donc voilà, donc j'aimerais quand même te dire, je l'ai lu, je l'ai adoré. Vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. On est avec Michael, qui est un chanteur, musicien, qui est amoureux de Marilyn. Et un soir, il y a un terrible accident de bus, et Marilyn décède dans l'accident. Et du coup, Michael n'a plus goût à la musique, et il va se laisser sombrer jusqu'à un jour où il va découvrir un billet d'avion que Marilyn avait, mais qu'elle ne lui a jamais parlé. Et donc, du coup, il va commencer à se poser des questions, et il va vouloir remonter la piste de ce qu'elle a fait en dernier, où est-ce qu'elle avait été allée, pourquoi. Et du coup, on va suivre Michael dans cette aventure, avec son agent, meilleur ami, qui le suit partout. J'ai plus le nom, mais c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est très coloré, très solaire. Et vraiment, ça faisait vraiment le meilleur ami un peu boulé, mais vraiment sympa. Et vraiment, c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que je me souvienne plus du nom. Donc c'est une très jolie comédie romantique où voilà, Michael va faire son deuil de Marilyn en découvrant au fur et à mesure son passé. En fait, il va remonter, il va tirer un peu sur la pelote de laine de son passé. Donc voilà, Charlie Watt, c'est une auteure que je vous conseille absolument. En comédie romantique française, franchement, pour moi, elle a ce petit truc, cette petite touche de folie et d'amour. Voilà, elle a vraiment un condensé très équilibré que j'adore. Deuxième roman numérique à vous présenter, La Cabale de Christelle Colpart-Soufflet. Donc vous le savez, Christelle Colpart-Soufflet, c'est une auteure de ma région que j'aime beaucoup lire, notamment dans ses romans où elle parle de maisons hantées, de lieux hantés et tout ça. Et elle m'avait envoyé donc La Cabale en version numérique. Donc là je vais vous lire le résumé parce que comme je ne l'ai pas lu et que ça fait un moment, j'avoue je me souviens plus de tout. Donc on est en 2081, après une succession de catastrophes sans précédent, causant la mort de millions de personnes, le vent du changement s'est levé. En France, la vie reprend son cours différemment grâce à l'émergence de diverses communautés peuplant cet autre monde appelé renouveau. L'avenir de ce dernier est menacé lorsque les membres de l'ancien gouvernement, qui ont fui la déroute,
décident de s'allier à des mercenaires pour reprendre le contrôle de la nation. Si l'espoir avait fleuri dans le cœur des survivants, le pire de l'être humain avait surgi lui aussi, semant terreur et chaos sur tout le territoire. Pour contrecarrer ce projet, les peuples remettent leur destin entre les mains d'un groupe de rebelles, défenseurs du renouveau, suivis d'une meute de loups et d'une horde de soldats dévoués, la Skinwalker, leader charismatique de la cabale, ne reculera devant rien ni personne pour empêcher le pays de sombrer une nouvelle fois dans l'asservissement, clé de voûte d'un pouvoir lâche et corrompu. Ma foi, c'est une auteure, comme je vous disais, que j'aime beaucoup et du coup, j'ai vraiment envie de le lire. C'est vrai qu'en ce moment, je sors très très peu la liseuse. Elle doit peut-être même être déchargée, j'en sais rien du tout. Elle est dans ma pile de livres qui se situe à côté de mon lit en fait, mais au milieu de tous les autres et du coup, franchement, j'y pense pas. Quand j'ai un livre à lire, c'est vrai que je poche plus facilement dans le papier et du coup, le numérique, ça traîne un petit peu avec moi, donc j'espère vous le sortir très bientôt. Donc on va continuer avec les livres papier et en tout je crois que je vous avais dit à peu près une 50aine, donc il y a du boulot. Premier livre, le Manoir hanté, Phantom Manor décrypté, donc c'est sur l'attraction de Disneyland Paris. Donc ça c'est un livre qu'on trouve je crois uniquement au parc, il me semble. Donc on est sur un livre qui concerne donc uniquement le manoir hanté, l'histoire du manoir hanté, de l'attraction. Voilà, des photos d'époque, des photos du parc. C'est une attraction que j'aime beaucoup, qui est... J'aime beaucoup le côté hanté, en fait, le côté fantôme, c'est comme la Tour de la Terreur, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est le genre de livre, en fait, un peu collector, qui vont être sortis en quantité limitée et que du coup j'aime bien avoir dans ma bibliothèque. Ils en ont sorti quelques-uns sur Pirates des Caraïbes, je crois. Peut-être sur le Big Thunder Mountain. Je sais plus, je sais qu'il y en a d'autres de prévus, donc j'espère me les trouver tous, mais ouais voilà, c'est le genre de truc que j'adore, et puis Disneyland Paris quoi, c'est mon parc. Je m'étais aussi trouvé des BD, voilà, donc là la première c'est Ira Day, on est je pense au temps des Templiers ou quelque chose comme ça. Je la trouve plutôt jolie aussi. Les dessins sont adultes et sont assez sombres, donc ça peut être vachement sympa. Ça va me changer de thématique un peu. Ensuite, j'avais pris Les 4 de Baker Street aux éditions Vent d'Ouest. Et là, forcément, quand je vois Baker Street, je pense à Sherlock Holmes. Et je crois que ma fille l'a lu. Donc on est à Londres, forcément. 3 amis peuvent compter sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues. Mais la fiancée de Black Tom est kidnappée sous leurs yeux, et donc ils vont devoir se mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour la retrouver saine et sauve. Bon, alors, les dessins sont sympas aussi. L'ambiance peut être sympa, le côté enquête policière, enlèvement. Après, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de dialogue. Hein. C'est beaucoup de dessins, d'actions, etc. Et j'avais aussi pris Moriarty, et encore une fois on retombe donc sur la thématique de Sherlock Holmes, où on est en 1899. Le célèbre détective Sherlock Holmes prouve en une seule partie de cartes que l'honorable Gibbs, un joueur de poker qui ruine soir après soir la noblesse britannique, n'est autre qu'un automate programmé. Derrière cette prouesse technologique, le professeur Moriarty. À l'aide de ses amis, le docteur Watson et Winston Churchill, locataire de Baker Street, s'engage dans une nouvelle partie contre son plus farouche ennemi. Et donc, niveau dessin, encore une fois, c'est le même genre en fait. Hein. On est sur 3 BD qui ont le même genre de dessin, le même genre d'ambiance. C'est adulte, c'est noir. Quoique celle d'avant, elle avait l'air un peu plus adolescent, enfantin. Là, voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de paroles non plus. À voir. Donc je les ai pas encore lus, mais en ce moment je me mets à lire des BD. Du coup ça peut être vachement sympa. On continue. Donc là on attaque du coup la grosse pile de livres. Premier livre donc, le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Alors Cthulhu, j'y connais pas des masses et des masses de choses. J'avais abordé le sujet avec Ghislain Gilberti lors d'une dédicace aux Mines Noires il y a quelques années. Et ce qu'il m'en avait dit en fait m'avait un peu titillé.
Et ensuite, j'ai suivi de très près Henri Lovenbroek, comme vous le savez, et notamment, donc, c'est parti de jeux qu'il organise avec certains auteurs, notamment Maxime Chatham, etc. Et on entend énormément parler de Cthulhu dans ce genre de jeu. Et en fait, Cthulhu, j'ai vraiment approfondi le sujet en lisant des livres de chez Brajlon, de Sherlock Holmes et le mythe de Cthulhu, ou quelque chose comme ça. J'ai plus le nom exact, mais je sais qu'il y avait une trilogie de sorties chez Brajlon à ce sujet, et j'avais beaucoup aimé. J'avais lu les 2 premiers tomes, et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, du coup je me suis dit qu'en fait, pour vraiment approfondir le sujet, le mieux c'était de partir sur la base, c'est-à-dire sur les écrits de Lovecraft en fait. J'aime beaucoup le mythe de Cthulhu, j'aime beaucoup le côté démoniaque mais énorme, immense, qui peut gérer toutes les ombres, qui est vraiment le roi des monstres en fait. Et sa taille, son immensité, son côté poulpe, tout ça, je sais pas, il y a un truc qui m'attire beaucoup chez Cthulhu et je suis vraiment très curieuse en fait d'approfondir le sujet, ça pourrait vraiment me plaire. Ensuite, j'ai pris L'Enfance C de Jack Koch aux éditions Le Livre de Poche. Vous le savez, il y avait L'Amour C. Alors j'essaie de vous montrer le titre, voilà. Il y avait L'Amour C qui était sorti aussi il y a de ça un peu plus longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près. Et en fait on est sur le même thème et du coup là il y a un peu moins, il y a 120 auteurs. Mais j'aime tellement ce côté personnalisation en fait du thème par chaque personne et les dessins assortis et vraiment c'est des livres magnifiques en fait que j'adore piocher, lire, découvrir et puis voilà, méditer un peu sur certaines phrases qui, c'est vrai, peuvent nous parler selon le moment auquel on le lit. Donc voilà. Et puis c'est toujours bien parce qu'il y a toujours de l'argent reversé à l'association Le Rire Médecin. Et du coup, je trouve ça vachement sympathique, vraiment, de pouvoir faire ce genre d'action. Donc voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. On arrive sur Siglo de Ragnar Jonasson. Vous le savez maintenant, j'adore les romans de Ragnar Jonasson, moi qui n'étais pas du tout polar islandais, polar scandinave. Et en fait, grâce à Naïs, j'ai vraiment pris goût à les lire. Donc là, on est toujours avec Harry Thor, on va pas changer, son inspecteur récurrent. On a Siglufjordur, Siglo pour les plus connaisseurs, un petit port de pêche au nord de l'Islande. Les ténèbres hivernales se sont dissipées, la vie y est paisible, mais quelques jours avant Pâques, Harry Thor, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit. Le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, non loin de là, dans une maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa chambre « Elle a été tuée ». Et s'il disait la vérité ? Après plusieurs années passées à Siglo, l'inspecteur Harry Thor s'y sent toujours comme un étranger. Jongler avec son travail et sa vie de famille est un casse-tête, mais l'enquête se complique et le temps presse. Une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville. Et alors, celui-ci... Je l'ai pas lu. J'ai eu un très gros doute. Je me suis dit, mince, est-ce que je l'ai lu ou pas ? Et en fait, non, parce que je l'ai pioché dans ma bibliothèque pâle, et du coup, je peux vous confirmer que je l'ai pas lu. Mais j'ai eu un gros doute, en fait, parce que La tempête de neige, il a déjà fait un autre roman comme ça, et c'était peut-être... Ah, je sais plus c'était lequel. Mais il me semble qu'il y avait eu un autre roman comme ça, où la ville était complètement paralysée aussi par la tempête de neige. Et du coup, j'ai eu un très gros doute. Mais du coup, je l'ai pas lu. Mais voilà, il fait partie de ma bibliothèque à lire d'urgence, qui comporte à peu près 150 bouquins. Mais ça va, hein, je gère, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup le découvrir, celui-là. Je m'étais aussi acheté Les Oubliés du printemps de Nell Neuhaus aux éditions Calman Lévy-Noir, pardon si je prononce mal. Lorsque la policière Pia Sander est missionnée pour enquêter sur la mort du vieux Theodor Reifenrath, elle est loin de s'imaginer l'ampleur que va prendre l'affaire. En effet, de nombreux ossements humains sont retrouvés sur la propriété du vieil homme. Quand les victimes sont enfin identifiées, un élément va s'avérer plus que troublant. Toutes sont des femmes.
et toutes ont disparu le jour de la fête des mères. Pia et son supérieur, Olivier von Bodenstein, font-ils face à un tueur en série? Ah ah Elle en avait écrit un autre, qui est là-bas quelque part, Les oubliés du... Pas celui-là, j'allais dire Les oubliés du printemps, c'est complètement con. Ah, je sais plus. Donc elle avait aussi écrit Promenons-nous dans ce bois. Et alors celui-là, on va pas se mentir, je l'avais clairement acheté uniquement pour la couverture. J'avais même pas lu le résumé, donc on est dans une montagne où la forêt prédomine. Peut-on parler d'accident quand en pleine nuit, au cœur des bois, un feu tue un homme dans sa caravane? Et qu'en non loin, dans un village reclus, 2 morts suspectes se succèdent. Voilà. J'avais trouvé la couverture magnifique et j'avais pas résisté à l'idée de l'acheter. Et donc, du coup, bah voilà, je sais pas, on est peut-être avec la même enquêtrice. Oui, on est avec le commissaire Bodenstein et sa jeune collègue Sander. Donc, je suppose Pia. Exact. Donc, du coup, celui-ci, je pense que je vais peut-être devoir le lire en premier si je veux découvrir l'auteur et les personnages. J'ai aussi acheté Inspection de Josh Malerman aux éditions Calman Lévy Noir. Et là, on est dans une école isolée dans la forêt, coupée du reste du monde, où 24 garçons qui sont tous orphelins sont formés à devenir des génies sans jamais qu'on leur dévoile l'existence du sexe opposé. J est le seul élève persuadé qu'on leur cache quelque chose. De l'autre côté de la forêt, dans une école en tout point similaire, K, orpheline élevée exclusivement entre filles, se pose elle aussi des questions. Mais quel est le but des adultes qui dictent les règles de ces instituts? J et K mènent l'enquête chacun de leur côté. Ils vont se trouver et révéler les horribles secrets de leur univers clos. Alors, j'avoue que ce côté ado qui ignore complètement le sexe opposé, ça m'a fait poser pas mal de questions parce que je me suis demandé vraiment comment est-ce qu'on pouvait encore réussir à faire ça. C'est qu'ils ont vraiment dû les couper de tout. Et je pense que... je sais pas, je suis vraiment curieuse en fait de savoir comment est-ce qu'on peut conditionner comme ça des êtres humains dans ce genre de pensée. Et du coup, ouais, je suis vraiment super curieuse en fait. Je m'étais aussi acheté Le village perdu de Camille Asten aux éditions Seuil. Comment tout un village peut disparaître sans laisser de traces? On est en 1959, à Silverstjarn. La population de cette petite cité minière s'est mystérieusement évaporée. À l'époque, on a seulement retrouvé le corps d'une femme lapidée et un nourrisson. De nos jours, le mystère reste entier. Alice Lindstedt, une documentariste dont la grand-mère est originaire du village, part avec une équipe explorer la cité fantomatique en quête des secrets de cette tragédie. Mais la piste de l'ancien pasteur du temple déterrera la mémoire d'un sombre passé. Un passé qui hante encore le présent et semble avoir réveillé les ombres du village perdu. Ouais, c'est moi rien que le titre, Le village perdu, j'ai fait « Ouh, celui-là il va me plaire ». Donc ouais, vraiment... Ah, c'est sympa. Il faut toujours feuilleter un peu. On est donc dans les chapitres, c'est marqué donc présent. Et certains, c'est marqué passé. Donc c'est bien. Il y a une temporalité comme ça, en alternance sur les chapitres. Ça peut être vraiment sympa. J'ai aussi reçu Les Jardins d'hiver de Michel Moati aux éditions HC Éditions. La couverture est vachement sympa, vachement énigmatique. On est à Buenos Aires en 1979. Qui est vraiment Georges Neumann, un écrivain populaire, figure de la résistance à la junte militaire au pouvoir, ou un homme totalement détruit par la disparition de sa fille puis de sa femme. J'ai rencontré Georges Neumann par hasard, en pleine guerre sale. Je l'ai ramassé sur le bord de la route alors qu'il venait de s'enfuir d'un camp. Il m'a raconté, m'a ouvert les yeux, il a voulu que je dise au monde entier ce qui se passait dans son pays. Mais j'ai eu peur. Je suis rentrée en France et lui a disparu. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, je recherche ses traces partout où il a pu en laisser. Je cherche ceux qui ont croisé sa route comme le sinistre capitaine Vidal, qui a sans doute assassiné celle qu'il aimait. Je cherche, maintenant, j'ai peur de ce que je vais trouver. Un thriller historique entre l'Argentine des années 70 et le Paris d'aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que Michel Moati fait au niveau historique. J'avais adoré ses romans sur Jack l'Éventreur, que j'avais trouvé magnifique. C'était Blackout Baby, je crois. Et le deuxième, je sais plus.
mais j'avais adoré ce qu'il avait fait. J'avais adoré sa façon de réussir à intégrer le passé dans le présent et je sais pas, sa façon de raconter l'histoire. J'avais trouvé ça super sympa, super addictif. Et du coup, en fait, j'ai carrément envie de lire celui-là. Le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie. Aïe, aïe, je vous les présente plus. Les Chroniques de Sainte-Marie, vous le savez, c'est l'institut historique où les historiens retournent dans le passé grâce à des capsules temporelles pour essayer donc de prouver qu'il s'est bien passé certaines choses, pour essayer de retrouver des documents qui ont brûlé, de sauver certaines choses. Et j'adore cet institut, vous le savez maintenant, Madeleine Maxwell, qui est donc le personnage principal, petite, rousse, ronde, etc., pleine d'humour, c'est vraiment un de mes personnages préférés dans tous les livres. Et donc, voilà, donc celui-ci, je l'ai lu, le tome 6, je l'ai lu, on est reparti au temps des mammouths, on est parti dans l'Égypte ancienne, dans le campement des derniers néandertaliens, sur la place de Rouen pour assister à l'assassinat de Jeanne d'Arc. Vraiment, elle va remonter le temps de bien des manières et toujours avec cette peur de modifier l'histoire. J'adore. Vraiment, si vous avez toujours pas découvert cette saga, je vous la conseille tellement. C'est vraiment une saga coup de cœur pour moi. C'est une des plus marquantes. Et ils en sont, je crois, déjà au 11e tome en Angleterre. En France, on en est qu'au 6, mais en Angleterre, ils en sont 11e. On a vraiment encore de quoi découvrir. Et vraiment, vous allez adorer les personnages. Ils sont super sympas. Je continue avec La planète des chats de Bernard Werber. Affronter des hordes de rats impitoyables, faire alliance avec de stupides humains, circuler sur un fil entre les buildings de New York, désamorcer une bombe atomique. Franchement, si j'avais su, parole de chat, je n'aurais pas traversé l'océan. Je n'ai pas encore lu cette trilogie. J'ai les 3, mais j'ai pas lu non plus les fourmis. Et à chaque fois, on me le dit, quand on a lu les fourmis, en fait, on s'attend à peu près à ce qui va se passer dans la planète des chats. Par contre, dans la trilogie des chats, et par contre, si on n'a pas lu les fourmis, du coup, ça peut être vachement intéressant de découvrir à travers les chats. Et on va pas se le cacher, la trilogie des chats, je l'ai principalement pris pour ces couvertures, en fait. Clairement, elles sont vraiment super, super jolies. Après, en feuilletant, ça a l'air vachement sympa. C'est juste que j'ai pas encore eu le courage de lire un Werber en vrai. Mais ça pourrait être vachement sympa. Et puis, les couvertures, vraiment, j'adore. J'ai aussi acheté La chute de la maison White de Caterina Auté aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Donc là, on est au Cap Cod, ces belles villas au bardage de bois, ces millionnaires discrets qui par-dessus tout ont peur du scandale. Mais justement, le scandale fait vendre. Bien qu'elle s'en défende, c'est ce qu'Edith White a en tête lorsqu'elle publie un livre accusant son célèbre père, grand patron des arts, de crimes inimaginables. Père et fille n'ont pas le temps de s'expliquer, William White est retrouvé assassiné et le frère d'Edith est accusé du meurtre. Tandis que la famille se déchire, la bonne société bruit des rumeurs les plus folles. Ma foi. Ah, la chronique secrète, ça peut être sympa. Ça peut être à creuser, pourquoi pas. Très clairement, en fait, j'en achète tellement que je vais vous dire que celui-là, je me souvenais même plus que je l'avais. C'est vraiment dommage, il faudrait vraiment que j'accélère un peu mon rythme de lecture. J'ai vraiment, je pense, de très bonnes lectures cachées dans ma bibliothèque. J'ai acheté La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. J'avais, souvenez-vous, adoré Une sirène à Paris. Je vous en ai parlé dans mon top 10, qui d'ailleurs est ici, là, en haut. Est sur la rangée de livres que j'adore. Donc du coup, je m'étais dit que découvrir La mécanique du cœur, ça pouvait être vachement sympa. On me l'a vraiment conseillé. De ce que j'en sais, il y a pas mal de monde en ce moment qui adore lire du Mathias Malzieu. Il faudrait que je l'écoute d'ailleurs. Parce qu'on m'en a dit, il y a vraiment un truc à creuser au niveau de l'écoute aussi. Et donc là, on est à Édimbourg, l'Écosse. En 1874, le jour le plus froid du monde. À la naissance de Jack, son cœur gelé se brise immédiatement.
Pour le sauver, la sage-femme qui l'a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin de remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Une histoire d'amour, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être le truc à donner envie, à ressortir peut-être des belles citations, des belles phrases. Je pense, de toute façon, je l'ai mis dans ma palle à lire bientôt et je pense que je vais me le bouffer très très prochainement. En plus, très franchement, c'est un poche, il fait 150 pages. Ça va se faire tout seul. Un peu moins petit, Immortel de J.R. Dos Santos. Alors vous le savez, j'adore J.R. Dos Santos, qui est un auteur qui me donne l'impression de faire des lectures intelligentes. Et ça, c'est vraiment le pied, en fait. C'est vraiment ce que j'adore, ressortir de lecture de J.R. Dos Santos en ayant l'impression d'avoir appris énormément de choses. Et vraiment, à chaque fois, ça me fait l'effet. Donc là, dans Immortel, on retrouve Thomas Norona, qui est son personnage central dans tous ses romans précédents, dans Signes de vie, notamment, que j'avais lu. Il y avait quoi d'autre aussi ? Je ne sais plus. La formule de Dieu. Qu'est-ce que j'avais lu d'autre ? J'en avais lu un autre aussi, je crois. Mais, enfin bref, vous le savez, j'adore le personnage de Thomas Norona et surtout J.R. Dos Santos. Et donc là, on est du côté de Lisbonne. L'un des plus grands scientifiques chinois vient d'annoncer la naissance de 2 bébés génétiquement modifiés. Il disparaît juste après sa conférence. La presse internationale commence à poser des questions, les services secrets tentent de trouver des réponses, un Américain contacte Thomas Norona à Lisbonne. Celui qui se présente comme un scientifique travaillant pour la DARPA, l'agence de recherche avancée de la défense américaine, est à la recherche du savant disparu. Thomas découvre alors les véritables enjeux du projet chinois. Pour le grand retour de Thomas Norona, J.R. Dos Santos s'attaque au sujet le plus effrayant et le plus fondamental pour l'homme aujourd'hui, l'intelligence artificielle. L'humanité touche-t-elle à sa fin ou fait-elle face à un nouveau départ ? Le côté scientifique va me plaire énormément parce que le connaissant, il doit nous avoir bombardé d'informations très complexes mais d'une manière très simple. Et c'est vraiment ce que j'adore le plus dans ces romans, c'est qu'au final on apprend plein de choses, mais qu'il arrive à nous les apporter d'une manière tellement facile qu'en fait on comprend tout et on retient énormément d'informations. Et du coup, en fait, je suis vachement pressée de le découvrir. « 5 doigts sous la neige » de Jacques Saussé, aux éditions Cosmopolis. Alors celui-ci, je l'ai lu. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai lu dans ceux que je vous ai proposés, mais celui-ci, je l'ai lu. Enfin, en même temps, Jacques Saussé, vous le savez, pour moi, c'est un petit peu une évidence. Je suis obligée de foncer dessus. Et donc là, on est dans les Vosges en 1974 avec un écrivain à succès qui a une belle maison et qui vit tout seul avec son fils, qui est lui assez perturbé par le décès de sa mère et qui va décider de faire une fête chez lui pour son anniversaire. Son père, qui est assez renfermé, sur le coup, il n'accepte pas forcément, mais au final, il accepte donc que son fils invite ses amis à venir chez lui. Sauf que ce qui se passe, c'est que pendant la soirée, la neige bloque la route et du coup, ils se retrouvent donc coincés dans la maison, tous ensemble. Et là, on comprend que le fils de Marc a des petits problèmes. Et du coup, Marc a peur et il sait qu'il va devoir le protéger de lui-même, mais aussi protéger les autres. Et là, vous allez voir à quel point Jacques Saussé peut être très tordu quand il arrive dans un huis clos. Ça m'a fait penser à Principe Mortel, un de ses premiers romans que j'avais adoré. On avait aussi cette ambiance un peu huis clos dans cette maison isolée. Là, on n'est pas du tout dans le même genre, mais franchement, ce qui nous en a fait avec l'assemblage de personnages à certains endroits, etc. Ah là 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 là. Puis moi, vous le savez, Jacques Saussé, clairement, c'est un de mes chouchous de la littérature française. Je ne m'en lasse pas, je suis pressée de découvrir ses nouveaux écrits à chaque fois. Et vraiment, 5 doigts sous la neige, j'ai adoré.
pour moi, c'était une très très bonne lecture et toujours le même style et une fin vraiment géniale. Ah là là, ouais, vraiment. Vraiment, si je peux vous le conseiller, foncez, vraiment. Ah, on a fini une pile. J'ai aussi acheté L'héritage des Templiers de Steve Berry. Alors, celui-ci, je l'ai acheté pour la bonne raison que c'est le premier d'une trilogie et que j'avais 2 autres. J'en avais peut-être un autre et du coup j'ai voulu acheter les 2 premiers, je sais plus. Il y avait un truc dans ce genre là. Bref, je voulais découvrir du Steve Berry et en fait celui-ci il me faisait vraiment effet. Donc je l'ai commencé il y a à peu près 6 mois. Je l'ai pas fini, je l'ai mis en pause parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et c'est vraiment dommage parce que c'était super intéressant. Donc on était avec son personnage principal qui s'appelle Cotton Malone, ou Coton Malone, je sais pas comment ils le disent, qui est un ex-agent du département de la justice, et son amie Stéphanie Nell, qui entre en possession de documents troublants relatifs à la nature du trésor des Templiers. Et donc, ils vont partir à Rennes-le-Château, cœur du mystère de toute cette histoire. Et donc, en même temps, on est en 1307 avec le grand maître de l'ordre des Templiers, qui est arrêté et qui est torturé. Et on a aussi en 1118 à Jérusalem, où 9 chevaliers créent un ordre militaire. Et donc voilà, en fait on va suivre un peu l'histoire des Templiers, et moi ça m'intéresse vachement, vous savez, ce côté un peu historique, tout ça, c'est mon dada. Et en fait j'ai beaucoup aimé le début, hein. C'est vraiment dommage que j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé les personnages vraiment sympas, ça me plaisait beaucoup. Alors, je traînais un peu en longueur, mais je crois que c'était une façon... comment dire, c'était plus un problème personnel qu'un problème du livre, en fait. Et ayant les 2 autres livres qui arrivent juste après, franchement, ça serait vraiment dommage que je ne le continue pas. Donc, il est toujours dans ma bibliothèque. Il fait partie des livres que je dois finir. Mais voilà, je compte bien vous en reparler. Ça serait mon premier Steve Berry. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas mal de lui dans ma bibliothèque. C'est juste que je les ai jamais lus en vrai. Donc c'est peut-être l'occasion de me donner envie de reprendre. L'illusion de Maxime Chatham. Celui-ci, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai acheté un peu sur le tard et tout le monde en parlait. En vrai, tout le monde disait « Ouais, mais c'est une pâle imitation du Shining de Stephen King, etc. » Et du coup, j'avoue que ça m'a un peu bloquée parce que clairement, ça me faisait chier de le lire alors que le move autour du livre était assez mitigé. Et pourtant, vous le savez, j'adore Maxime Chatham, j'adore ce qu'il m'amène, je le préfère même à Stephen King de toute façon, moi, donc je me dis que ça peut vraiment être une excellente lecture, mais j'avoue que j'ai pas encore eu le courage de m'y plonger. Et donc là, on est à Valkarios, une petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu des bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent, cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Et je me souviens de la petite vidéo trailer qu'ils avaient mis sur le site Albin Michel concernant donc... ce livre, et je l'avais trouvé vraiment un peu spécial. Ça, je me dis que mes livres ils prennent vraiment la poussière à force de pas être lus. Oh là là, c'est lamentable. Bref, donc voilà. Ouais, j'aimerais beaucoup me le faire celui-ci. Vous allez me dire, tous les livres que je vous présente, je vous dis la même chose, mais en vrai c'est ça. Celui-ci, Le mystère de la main rouge de Henri Lovenbrock aux éditions XO Éditions. Alors, celui-ci, je suis au bout. Il me reste moins de 100 pages. C'est ma lecture actuelle. Je l'ai commencé il y a... Je crois que c'était en février. Je l'avais commencé. Et comme après, j'ai commencé un autre, puis qu'après, j'ai entamé une LC avec Lorraine, et en fait, du coup, celui-là, je l'ai un peu mis de côté. Alors, du coup, là que je suis un peu dans une période sans LC, c'est-à-dire que j'en recommence une lundi,
Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en profite pour le terminer, pour n'avoir vraiment plus aucun autre livre en cours. Donc il me reste moins de 100 pages, j'en ai encore lu un peu ce matin. J'espère vraiment y venir à bout ce soir, si je peux. Enfin en tout cas après je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais là on est samedi, donc si je pouvais en venir à bout, ça serait vraiment très bien. On est en fait dans la suite du Loup des Cordeliers, où on était pendant la Révolution française, en 1789, au moment de la prise de la Bastille, etc. Et donc là on est dans la suite directe du Loup des Cordeliers. J'avoue que pour l'instant, j'ai préféré le premier, qui avait un côté historique plus prenant, on était vraiment plus ancré dans la vérité historique que dans celui-ci, qui est un peu plus décalé. On est vraiment plus centré sur les personnages, alors que dans le premier, j'avais l'impression qu'on était vraiment plus centré sur l'histoire avec un grand H. C'est pas forcément dommage, c'est intéressant parce que le personnage central, Gabriel, est vraiment très intéressant, très érudit. J'aime beaucoup ce que Henri en a fait. J'aime beaucoup où est-ce qu'il va aussi. Vraiment, on le suit, on chemine sans savoir où est-ce qu'il veut en arriver. Et vraiment, ouais, ça reste une excellente lecture. J'adore sa façon de s'adapter au style de l'époque, au point qu'on a l'impression, en fait, en le lisant, qu'on est vraiment en 1790, que limite, c'est un livre caché qu'on a retrouvé de cette époque. Et ouais, il y a vraiment un truc, en fait, dans son écriture. Il a vraiment un style... il arrive à s'adapter à la temporalité de ça, et je trouve ça génial. Il a vraiment... J'aime beaucoup. De toute façon, vous le savez, Henri Levenbruck, c'est un de mes chouchous de la littérature française aussi. Et j'adore ce qu'il fait. Et du coup, en fait, je m'en lasse pas. Limite, en fait, je savoure même ce livre. Alors, celui-ci, je l'ai lu. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je crois que c'était pour une LC où il fallait lire un livre assez vieux. Et en fait, celui-ci a été publié en 1953, donc il avait plus de 50 ans. Plus de 60 ans même. Bientôt 70 ans. Et je l'avais trouvé mais super joli. Donc voilà, les pages elles sont un peu comme ça, limite pages brûlées. Et en fait, dans Fahrenheit 451, on est dans une époque sans date, donc on ne sait pas quand, mais globalement on est dans un futur où tous les livres ont été brûlés, que les gens qui possèdent des livres... sont punis. En fait, on brûle complètement leur maison parce que posséder des livres, c'est dangereux. Parce qu'il faut absolument écouter ce qui se dit à la télé plutôt que de réfléchir par soi-même grâce à la lecture. Et j'ai trouvé que pour un livre d'époque, non seulement ça faisait peur, mais en plus, j'avais même presque envie de dire que on a vraiment très peur à l'heure actuelle d'arriver dans ce sens-là. Parce que quand on voit... la passion des jeunes pour les émissions de télé-réalité, ça fout vraiment les boules. Et du coup, il pousse quand même à réfléchir. Alors même si en soi l'histoire, je ne l'ai pas trouvée de ouf, je trouve que pour l'époque, vraiment, l'auteur a su ressortir quelque chose de très fort et de très très intéressant. Donc à l'occasion, moi je trouve que c'est limite, je le rangerais dans les classiques de la SF. Parce qu'il y a vraiment un truc un peu spécial, un message à faire passer que je trouve vraiment super intéressant. Donc si vous avez l'occasion, je crois que c'est la nouvelle édition celle-ci, ça peut être super intéressant de vous le procurer. J'ai aussi reçu Ghost of L.A. de Nicolas Koch aux éditions de Saxus. Personne n'échappe à son passé, personne n'échappe à ses erreurs, et Lee Parker était pourtant persuadé du contraire. Dans un Los Angeles tentaculaire où se côtoient deux facettes opposées de l'humanité, le meurtre d'une brave dame sans histoire ouvre une boîte de Pandore. L'agent du FBI, Lee Parker, froid, cynique, méticuleux, se retrouve pris dans une toile aussi vaste que la Cité des Anges, étirant ses fils jusqu'à un passé ignoré. Une toile dans laquelle les êtres sont broyés, Blair Anderson, la journaliste qui enquête sur une disparition, Clara Harding, la comédienne compagne d'Eddie, Walter Cobb, le flic. Au-dessus d'eux plane une question dérangeante. Qui est véritablement Lee Parker, désormais traqué par ses propres fantômes? De ce que je m'en souviens, il y avait d'excellents retours sur ce livre. Il me semble notamment Anaïs, sa lectrice, qui en avait beaucoup parlé, qui avait vraiment adoré cette lecture.
ça pourrait être vraiment sympa de me le faire. Et en fait, comme beaucoup de livres, je les range, je les oublie. Je les ressors souvent quand je vois passer une chronique positive dessus, mais sinon le reste du temps, c'est vrai que j'oublie que je les ai. Et là, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, celui-ci, je l'ai, je vais peut-être pouvoir le lire. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, je l'ai lu. Donc, Un cri sous la glace de Camille Agreb. J'avais adoré L'Archipel des larmes, qui était son dernier sorti, et j'avais envie du coup de découvrir ces personnages depuis le début. Donc, je suis partie sur Un cri sous la glace, qui était son premier. On est donc avec Emma, une jeune Suédoise qui cache un secret. Son patron, Jesper, dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle, et 2 mois plus tard, il disparaît sans laisser de traces et le retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Et donc là, on est avec Peter, qui est un policier, et Anne, une profileuse de talent, qui sont mis en tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse 10 ans plus tôt, et Anne a aussi un secret, elle vient d'apprendre que ses jours sont comptés. Dans un Stockholm envahi par la neige, un double récit étourdissant prend forme. Chaque personnage s'avère cacher des zones d'ombre, à qui donc se fier pour résoudre l'enquête. C'est vrai que je me souvenais plus exactement des tenants et des aboutissants de l'histoire, mais là, le fait de me rappeler qu'en effet, Anne avait des problèmes de santé, j'avais tiqué en fait, parce que ce personnage de Anne, on le retrouve en tant qu'ancienne consultante dans L'Archipel des larmes. Et du coup, je crois qu'une fois que j'aurai lu les 4 premiers, je vais prendre un plaisir, les 3 ou 4 premiers, je vais prendre un plaisir fou à relire L'Archipel des larmes, parce que dans mes souvenirs, on parlait beaucoup des anciennes enquêtes de Anne. Et si vraiment c'est ça, en fait, je crois que je vais vraiment prendre plaisir à le relire. Mais celui-ci, je l'ai lu. Il y en a très peu en fait, surtout ceux que j'achète, il y en a très peu que je lis en allant. La nature de la bête de Louise Penny. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai craqué sur la couverture. Le dinosaure, à côté de l'enfant, qui regarde dehors une licorne. J'avoue que, sur le coup, je me suis dit, on peut être sur quelque chose de sympa. Laurent Lepage est un gamin à l'imagination débridée. À Three Pins, pas un jour ne passe sans qu'il ne soit témoin de phénomènes étonnants. Invasion d'extraterrestres, arbres qui marchent ou autres dinosaures nageant dans les temps. Aussi, lorsque le garçon de 9 ans découvre un canon géant dissimulé au cœur de la forêt, personne ne l'écoute. Pas même Armand Gamache qui a pris sa retraite au village. Quand l'enfant est retrouvé mort quelques jours plus tard dans un fossé, là on part sur de l'intéressant, et que les enquêteurs localisent un gigantesque lance-missile, l'ex-inspecteur-chef comprend que le petit fabulateur a dit vrai cette fois-ci et l'a payé de sa vie. Mais qui parmi les habitants a pu commettre cet odieux crime et comment expliquer la présence d'une arme de destruction massive dans la paisible bourgade ? Alors que s'engage une traque effrénée, digne des plus grands romans d'espionnage, les pires craintes de Gamache semblent se confirmer. Un monstre est venu autrefois semer le malheur à Three Pins et il pourrait bien être de retour. Alors, j'ai beaucoup aimé donc la couverture qui je trouve était vraiment très jolie. Et à partir du moment où j'ai vu de toute façon marqué que quand l'enfant est retrouvé mort quelques jours plus tard, là on se dit il y a un truc intéressant qui va arriver. Et en effet, en fait, du coup, je suis vraiment... je sais pas celui-ci, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais quand je l'ai vu à la librairie, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur en fait pour le livre, pour le livre en lui-même, je sais pas, un instinct qui m'a poussé à le prendre. Alors, je suis pas trop Actes Sud d'habitude, mais je dois dire que vraiment celui-ci a eu un effet sur moi plutôt positif. Ma pile va se casser la gueule, mais quelque chose de bien. On continue avec La marque du père de Émilie Schepp aux éditions HarperCollins Noir. Là, on est à Hazelstad, un quartier pavillonnaire de Norrköping. En ce début de soirée, Sam Whittle s'absente de sa maison pour une course rapide. À son retour, il a tout perdu. Sa femme, Felicia, a été assassinée. Son fils Jonathan, 6 ans, a disparu. L'œuvre d'un pédophile, une vengeance personnelle, sous la houlette de la procureure Jana Berzelius, les policiers Henrik Levin et Mia Bolander enquêtent. Si leurs soupçons portent d'abord sur Sam, ce dernier a un solide alibi. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent concernant sa famille. Pourquoi Felicia était-elle dépressive ? Pourquoi Sam ne semble-t-il pas disposé à collaborer avec la police ?
Jana Berzelius doit démêler cette affaire aux ramifications complexes tandis que son passé de tueuse menace de refaire surface. Il va falloir frapper vite et fort. Et donc là, c'est noté que c'est le 4e opus de la série Jana Berzelius. Du coup, chers abonnés, si vous avez déjà lu La marque du père ou que vous avez lu les précédents, la question pour moi, ça serait de savoir est-ce que je peux le lire sans avoir lu les précédents. Parce que très clairement, lire un 4e et risquer d'être perdu, ça me ferait chier. Et en même temps, vouloir lire un 4e mais devoir me procurer les 3 premiers, ça me ferait chier aussi. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir me répondre à ce sujet, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, si vous avez lu les 3 premiers et que vous savez à peu près si on a toujours besoin de savoir ce qui s'est passé avant, bah tenez-moi au courant, laissez-moi un petit commentaire parce que voilà, j'aurais besoin de savoir en fait. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir Stephen King. Parce que voilà, j'avais envie d'augmenter ma collection de Stephen King, qui vous le savez est née le 21 septembre comme moi. Bon, c'est pas la même année, hein, on va être sympathique. Mais voilà, j'avais envie d'augmenter ma collection Stephen King. Et du coup, j'ai fait le coup sur Vinted où j'en ai trouvé pas mal, qui me plaisaient beaucoup. Donc voilà, j'avais fait un petit achat groupé. Donc là, on est sur Salem, la nouvelle édition augmentée et illustrée. Qui est illustrée de manière assez simple en fait. Hein. On reste sur du King, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très coloré. Ah, l'arbre, il donne envie. Je n'ai jamais lu Salem. Je ne sais pas, en fait, en King, j'en ai lu peu et les anciens m'ont un petit peu cassé. J'avais pas trop accroché. Mais là, le fait d'avoir autant aimé l'Outsider et l'Institut, j'avais vraiment envie de continuer ma collection de ces romans. Donc du coup, je suis partie donc, sur Salem, où donc pour vous raconter un peu l'histoire, on est dans le Maine en 1970. De toute façon, on est toujours dans le Maine avec Stephen King. Ben Mears revient à Salem, s'installer à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires. 20 ans auparavant. Mais très vite, il se rend à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette petite bourgade. Un chien est immolé, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, s'étend, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Est-ce que, éventuellement, pourquoi pas, est-ce que, éventuellement, ça intéresserait quelqu'un de faire une LC sur ce roman ? Là, moi, sur l'édition augmentée illustrée, oh la vache, j'en suis à un peu plus de 600 pages. J'en suis exactement à 600... Je vous dis pas de bêtises. 620 pages. Ou pas. Non, parce que dedans, il y a un petit mot de Stephen King à la fin, comme d'habitude. Voilà. Si j'enlève la postface, on est à 613 pages. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, éventuellement, de après, il y a des numéros de chapitres, donc on peut faire par chapitre, quoique. Il y a des numéros de chapitres, puis il y a des parties aussi. Bref, je reprends. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, éventuellement, parmi vous tous, de faire une lecture commune sur Salem ? Mais alors, attention, je vous préviens, je suis lente. Disons-le bien. Et très clairement, un Stephen King, moi je peux pas me le bouffer en une seule fois parce que je vais me faire chier. Donc ça serait bien, à la rigueur, de l'étaler sur un mois. Si ça tente quelqu'un de se faire une LC sur un mois de ce roman, bah n'hésitez pas, envoyez-moi un MP sur la page, sur la chaîne, j'en sais rien, on communique comme vous voulez, mais ça pourrait vachement me plaire en fait. J'ai ensuite commandé Dolores Claiborne, toujours de Stephen King. De son propre aveu, Dolores Claiborne n'est qu'une vieille garce, mauvais caractère, mauvaise langue, mauvaise vie. À Little Toll, on attend toujours de savoir ce qui s'est exactement passé il y a 30 ans, le jour de l'éclipse et de la mort de Joe, son mari. Mais ce qui intéresse surtout la police, c'est ce qui est arrivé hier, quand la riche et sénile Vera Donovan est morte et que seule Dolores, sa gouvernante depuis des décennies, était avec elle. Dolores Claiborne n'a pas le choix, elle doit parler et ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on imaginait. Beaucoup plus noir, beaucoup plus étrange et beaucoup plus horrible.
il peut être vachement rapide à lire celui-là par contre. Alors pareil, hein, je vous lance une LC. Si à la rigueur ça tente quelqu'un, pensez-y. Bon, je vais pas faire DLC sur tous les Stephen King, hein, mais... Du coup, je m'étais aussi trouvé Le Bazar des mauvais rêves. Celui-ci, je me l'étais acheté neuf en librairie parce que j'ai trouvé que la couverture était magnifique. Vraiment, c'était dans ma période où j'avais aussi acheté la trilogie Monsieur Mercedes. Donc là, on est avec des nouvelles. 20 nouvelles pour la plupart inédites, précédées chacune d'une introduction du maître sur les coulisses de leur écriture. Donc celui-ci, ça peut être sympa, c'est vrai, à lire. D'ailleurs, j'ai eu les nouvelles, disons-le, qui me plaisent beaucoup aussi. Merci à qui de droit. Là, on est sur Cœur perdu en Atlantide, aux éditions Albin Michel aussi, toujours Stephen King. Ouais, on va être sur... je sais pas du tout. Même s'il est difficile de le croire, les 60s ne sont pas imaginaires, ces années-là ont bel et bien existé. Je sais pas du tout quel genre on va taper là-dedans, mais pourquoi pas. Je l'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé super joli et je me suis dit que ça pouvait un peu changer. Je me tasse avec l'âge. Et donc j'avais aussi pris La tempête du siècle. Et là, je me suis dit que j'avais vu un film adapté d'un roman de Stephen King, ça j'en suis sûre. Mais est-ce que c'était celui-là ou pas? Et je crois pas en fait, parce que moi le souvenir que j'en avais, ils étaient coincés par la neige dans la ville. Je pense pas que ce soit celui-là, hein, mais j'ai tellement un gros doute sur ce livre. On annonçait une tempête effrayante, mais sur l'île de Little Toll. Dolores Claiborne, Little Toll. Bon, je ne dis rien. On a l'habitude de ce terrible vent venu du nord-est. Pourtant, cette fois-ci, c'est différent. Pire que le froid et la neige, l'ouragan apporte avec lui quelque chose de terrifiant. Quelque chose que l'on n'a jamais vu, quelque chose que personne ne veut voir. C'est lorsque les premiers flocons de neige commencent à tomber que Martha Clarendon est sauvagement assassinée. Confortablement installé dans le fauteuil de celle qui vient de tuer, André Linoge attend, car il sait qu'il va être arrêté. Il sait aussi que si on lui donne ce qu'il veut, il partira. C'était peut-être celui-là que j'avais vu finalement. Il va me plaire. Comme quoi, ça a vraiment du bon de faire des boucoles, parce que vous savez quoi, en fait, les livres, je les achète, je les range. Je me pose même pas la question. Mais regardez un peu. Dans celui-ci, on est donc sur... voilà, en fait, on est comme dans... Je vais pas dire une pièce de théâtre, mais on a le lieu et on a les discussions. On a les discussions au milieu de certaines descriptions, mais en fait, il y a très peu de descriptions. C'est beaucoup de... c'est comme un film. La caméra est tournée vers la porte donnant sur le séjour. Le son de la télé est plus fort. C'est comme un film. Je vais vous dire, franchement, moi, celui-là... Oh, bah dis donc, merde alors. Merde alors. Ah bah, je vais peut-être finalement me le décaler dans ma palle, celui-là. Dis donc. J'ai aussi acheté l'Icabog de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Celui-ci, je m'en souviens, je me le suis acheté au Furet du Nord de Calais en décembre. Et je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai adoré la description. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Icabog arrive. La couverture est magnifique. Voilà. J.K. Rowling, forcément, est connue pour Harry Potter. Et mais très franchement, vous savez quoi, c'est Lorraine Le Tournet de la Loue, qu'il a lu il n'y a pas très longtemps, et qui avait beaucoup aimé. Et bah voilà, en fait. Je crois que bêtement, je vais me le faire bientôt aussi. Mais il est dans ma palle, celui-ci. C'est mignon, à la fin, il y a des concours d'illustration avec des dessins, etc. C'est vraiment super joli. Et le livre est très doux. Il est vraiment très beau, hein. C'est un très bel objet livre, en fait, celui-ci. J'ai aussi acheté Moins 18 de Stéphane Anheim aux éditions Albin Michel. Et là, on est sur une suite. Je ne saurais pas vous redonner le premier roman, mais je vous le mets là quelque part. Voilà, je vais vous le mettre là. À confirmer, hein. Si quelqu'un peut confirmer en commentaire, mais il me semble que c'est une suite. Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime d'Helsingborg
Quelques heures plus tard, l'identité du passager défrait la chronique. Peter Breeze, la star nationale des technologies de l'information, était promis à un avenir florissant. Que s'est-il passé et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler, la victime était-elle déjà morte lors de l'accident ? Son corps congelé depuis 2 mois à moins 18 degrés. Après le succès international de Hors Cadre et de La 9e tombe, voilà, La 9e tombe, star du thriller suédois, fait monter d'un cran la pression au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline, reflet d'un paysage nordique aussi sombre qu'inédit. Alors, éventuellement, si vous avez la possibilité de me dire si celui-ci est un 2e, voire 3e tome, ou est-ce qu'il peut se lire en one-shot, ou est-ce que je dois lire les précédents avant. Si quelqu'un a des informations à me fournir, ça m'arrangerait bien. Là, on ne se moque pas. Un livre encore emballé, voilà. Alors, j'aime acheter mes livres emballés pour la bonne raison que, du coup, ils sont pas sales. En tout cas, généralement. Je suis une... parano des tâches, parano des pages cornées, des couvertures abîmées quand je les achète. Et si je peux les acheter emballés, je le fais. Et je vous avoue qu'en fait, celui-ci, il était dans ma palle. Et on va le déballer ensemble. Hein. Il était dans ma palle et du coup, en fait, comme les autres, je l'achète, je le range et je ne me pose pas la question de savoir comment est-ce qu'il est vraiment, etc. C'est juste un livre que j'avais envie d'acheter. Alors déjà, la couverture est vachement sympa au toucher. Ça change. C'est gros bordel. Hein. Et celui-ci, c'était Sève de la chaîne Il est bien ce livre, qui en avait parlé et qui m'avait dit qu'il était vraiment bien. On est avec les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna de Juliette Grams. Si Stella Fortuna veut dire bonne étoile, alors la vie a un drôle de sens de l'humour. Car dans la famille Fortuna, tout le monde connaît l'histoire de la belle et insolente Stella, qui a refusé d'apprendre à cuisiner, a juré de ne jamais se marier et a surtout échappé plus d'une fois à une mort certaine. Depuis son enfance en Calabre, dans les années 1920, jusqu'à sa vie de femme en Amérique, son existence a été ponctuée de situations banales qui mystérieusement ont tourné au cauchemar. Stella a quand même été attaquée par une aubergine et éviscérée par des cochons, elle a failli périr noyée dans l'Atlantique et s'est pratiquement vidée de son sang. Pure coïncidence, œuvre d'un fantôme ivre de vengeance ou manifestation du mauvais œil. Une saga familiale ébouriffante couvrant près d'un siècle et 2 continents, où il est question de secrets, d'envoûtement et des liens du sang, qui accomplit ce qu'aucune leçon sur l'immigration en Amérique ne pourrait faire, en donnant chair à une femme que le temps et l'histoire auraient ignorée. C'est un sacré pavé, hein ? Ah, c'est chouette, il y a un arbre généalogique. 570 pages. Alors, l'avantage, vraiment, c'est qu'il est nickel. Hein. On peut dire ce qu'on veut, le fait de les acheter emballés, ça donne quand même un petit truc en plus. C'est super sympa. Voilà. En tout cas, j'en ai de très bons souvenirs de retour de lecture. Donc, du coup, ça peut s'avérer être une très bonne lecture. Mais je vous avoue que c'est quand même un très gros bouquin et que j'ai pas forcément envie d'en sortir un maintenant. Je continue avec Les Marécages de Joe R. Lansdale aux éditions Folio Policier. Alors celui-ci, c'était Betty qui m'en avait beaucoup parlé, qui avait adoré. Je sais que Sève avait adoré aussi, donc du coup, en fait, quand on arrive à plusieurs personnes qu'on apprécie et qu'on suit de près, qui vous disent que ce livre, il faut absolument le lire, on en arrive au stade où on est obligé d'aller l'acheter. Et donc là, on est au Texas en 1933, la Grande Dépression s'éternise. Quand le jeune Harry Collins et sa petite sœur découvrent le cadavre sauvagement mutilé d'une femme noire dans un marais, la peur s'empare de leur village. Et quand le corps d'une blanche est retrouvé peu après, Harry ne peut qu'assister impuissant au lynchage d'un innocent par les membres du clan local. Aidé de sa sœur, Harry décide de partir à la recherche du vrai meurtrier et s'enfonce dans les profondeurs du bayou, là où les ténèbres règnent. Je n'ai eu que des retours positifs de ce livre, donc vraiment, celui-ci, ça fera partie... Je vais le déplacer dans ma palle. On va être ça. Ah. Une terre promise de Barack Obama. C'était quoi ça ? Connerie. Donc, Une terre promise de Barack Obama aux éditions Fayard. On va pas rentrer dans la politique, mais clairement, pour moi, la famille Obama, c'est
c'est une famille que j'adore. Je ne vais pas dire que je les vénère, mais très clairement, s'ils pouvaient déménager en France et postuler ici, ça pourrait être vachement sympa pour nous. Je trouve qu'ils sont très, très, très humains. Qu'ils ont vraiment une proximité avec le peuple qui est très intéressante. Et j'ai aussi, du coup, le livre de sa femme. Et j'adore la famille Obama. Ils ont un truc... en plus, il y a des jolies photos. Ils ont vraiment un truc super sympa. Je sais pas. Ils ont vraiment une sympathie. Et je pense que ça se ressent au niveau du peuple américain aussi, qui les adore pour la plupart. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en fait, je pense que c'est plus un livre-objet pour moi qu'un livre que je vais vraiment lire. Quoique, il pourrait me prendre une folie de vouloir vraiment découvrir complètement leur vie. Pourquoi pas d'ailleurs en fil rouge, un chapitre par-ci, un chapitre par-là, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc j'ai celui-ci et j'ai aussi celui de sa femme. Ah, il est tellement lourd qu'il fait pencher la pile. Dernière pile. Le livre de M de Peng Shepherd aux éditions Albin Michel Imaginaire. Un jour, en Inde, un homme perd son ombre. L'ombre. Un phénomène que la science échoue à expliquer. Il est le premier, mais bientôt on observe des milliers, des millions de cas similaires. Non contentes de perdre leur ombre, les victimes perdent peu à peu leurs souvenirs et peuvent devenir dangereuses. En se cachant dans un hôtel abandonné au fond des bois, Max et son mari, Ori, ont échappé à la fin du monde telle qu'ils l'ont connue. Leur nouvelle vie semble presque normale jusqu'au jour où l'ombre de Max disparaît. Situé dans une Amérique tombée de son piédestal où nul n'échappe au danger, le livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une catastrophe mondiale extraordinaire. Ça peut être sympa, un côté un peu science-fiction. Ça va se casser la gueule ce truc. Taratata, tu tombes pas. Voilà, on compense. Alabama 1963, et là je remercie Sève. Merci Sève parce que j'avais été lui rendre visite cet été et qu'elle me l'avait donné. Et pareil, on est sur un livre où les retours sont tous dithyrambiques. Je n'ai pas lu un seul retour négatif de Alabama 1963. On est à Birmingham, en Alabama, en 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. Les flics blancs s'en préoccupent de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose a priori. Sous des airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960, sur fond de ségrégation de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. La dernière phrase. Assassinat de Kennedy. Ceux qui me connaissent, vous allez forcément tiquer, vous allez vous dire « Ah, c'est pas vrai, elle va nous ressouler avec ça ». Et puis en plus, ça a l'air super facile à lire. Je lance un appel à la LC, parce que j'aimerais vraiment me le sortir, celui-ci, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc si éventuellement une LC vous intéresse sur Alabama 1963, n'hésitez pas à me contacter, on va se programmer ça. Il a l'air méga facile à lire, les pages elles sont aérées, voilà. Ça a l'air vraiment super facile à lire et il y a 380 pages à peu près, même pas. Il n'y a même pas 380 pages, donc ça peut être lu très rapidement. Donc help, aidez-moi à le sortir de ma palle s'il vous plaît. Je continue avec American Elsewhere, où je remercie encore une fois Sève qui me l'a gentiment donné, alors que, enfin voilà, je veux dire, je le voulais. La collection Albin Michel Imaginaire m'attire énormément et je n'ai toujours pas essayé. D'ailleurs, il y en a d'autres dans cette collection que j'aimerais bien lire. Donc là, on est veillé par une lune rose. Wink, au Nouveau-Mexique, est une petite ville idéale. À un détail près, elle ne figure sur aucune carte. Après 2 ans d'errance, Mona Bright, ex-flic, vient d'y hériter de la maison de sa mère, qui s'est suicidée 30 ans plus tôt. Très vite, Mona s'attache au calme des rues, aux jolis petits pavillons, aux habitants qui semblent encore vivre dans l'utopique douceur des années 50.
Pourtant, au fil de ses rencontres et de son enquête sur le passé de sa mère et les circonstances de sa mort, Mona doit se rendre à l'évidence, une menace plane sur Wink et ses étranges habitants. Sera-t-elle vraiment de taille à affronter les forces occultes à l'œuvre dans ce lieu hors d'Amérique ? Ah ! Ma foi, j'aime beaucoup la couverture. La couverture est vraiment très très jolie et j'aimerais vraiment pouvoir me plonger dans ce genre de livre un peu SF, tout ça, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi pris, merci Sève, La menace Andromède. Là, c'est vraiment quand t'arrives chez la copine qui a plein de livres à donner, qui sait plus quoi en faire, qui du coup te les cale le plus possible dans la voiture. Donc, merci Sève. La menace Andromède de Michael Crichton aux éditions L'Archipel. On est en 1967. L'exposition à une bactérie d'origine extraterrestre nommée variété Andromède décima presque entièrement une bourgade de l'Arizona. Pendant 5 jours, une équipe de scientifiques œuvra sans relâche pour endiguer l'épidémie qui menaçait de tout anéantir sur son passage. 5 décennies plus tard, un drone détecte une anomalie au milieu de la jungle amazonienne. La variété Andromède est de retour et elle a muté. Réunis en urgence, scientifiques et militaires savent que le temps leur est compté. Le virus se propage et gagne du terrain jusqu'à bientôt menacer toute forme de vie sur Terre. Ouais, alors, le côté Michael Crichton m'intéresse énormément, le côté viral aussi, mais je ne suis pas convaincue de l'absolue nécessité de devoir le lire maintenant. On n'est peut-être pas dans la bonne période niveau virus pour encore en plus se gaver la tête de ce genre de truc, donc je vais peut-être attendre un peu. Je vous avoue que je suis pas sûre que ce soit le bon moment en fait. De soleil et de sang de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy Noir. Celui-ci, je l'ai lu. Il y en a pas beaucoup, n'empêche. Sur tous ceux que je vous ai présentés, il y en a pas beaucoup que j'ai lu, mais celui-ci, je l'ai lu. Jérôme Loubry fait partie des auteurs, aussitôt reçus, aussitôt lus, que j'adore lire, que j'adore découvrir. Il a pas vraiment de style dans le sens où, à chaque histoire, chaque roman, il part sur des histoires très différentes, avec des genres très différents, Vraiment, il n'est pas... Je sais pas. Il est très éclectique, en fait, dans ce qu'il fait. Et du coup, le seul rapport que je trouve entre chacun de ses livres, c'est que je me les bouffe à chaque fois. J'adore sa façon d'avancer les personnages, de leur raconter, enfin, de nous raconter leur passé, je sais pas, il y a toujours un petit truc caché qui va surgir, on s'attend au twist, on s'attend à quelque chose d'énorme. Et voilà, celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé. On est à Port-au-Prince, avec des magnifiques demeures. Et c'est là que pour la 2e fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Alors, je suis désolée, je l'ai lu il y a 6 mois, donc... 2 corps mutilés gisant au pied du lit conjugal, la presse tire déjà sur une série de crimes vaudous. Pourtant, l'inspecteur Simon Bellage refuse de tomber dans la superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le terrible baron Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces crimes sont l'œuvre d'un être de chair et de sang, et tous les indices convergent vers un orphelinat fermé depuis près de 20 ans surnommé la Tombe Joyeuse. Mais Simon devrait prendre garde en Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut se révéler dangereux. Ouais, alors, moi j'ai adoré la partie sur l'orphelinat, sur les enfants qui arrivaient dans l'orphelinat, etc. J'ai trouvé ça très très bon parce qu'il sous-entend des choses effrayantes sans nous les écrire directement. Et ouais, il y a vraiment eu un truc super intéressant avec ce livre. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'adore les livres de Jérôme Loubry et très franchement, celui-ci fait partie de mes préférés. J'ai aussi acheté Midnight Sun de Stephenie Meyer. Donc là, on est sur Twilight, version Édouard. Donc on reprend le premier tome et on le rend au plus masculin et un peu plus adulte à mon avis. Je vous avoue que j'avais un peu peur parce que moi les Twilight je les ai lus au moment de la sortie du premier film. Du coup je m'étais jetée sur les bouquins et
me souviens plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune. Et j'avais adoré, vraiment. Et j'avais peur de relire, ou en tout cas de lire celui-ci, et de me faire chier. Alors, soyons honnêtes, il était bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle est rendue plus adulte et plus mature que Bella, parce que clairement Bella, moi, c'est une tête à claque. Bella, je peux plus la supporter, et même là-dedans, hein, Bella... Ben alors, Edward rend le truc beaucoup plus intéressant, parce qu'il fait, on le suit ce qu'il fait en dehors de quand Bella est là, on comprend mieux certains moments, certains passages, certaines réactions. Il est aussi beaucoup plus dense parce que mine de rien, c'est quand même un pavé de 800, ouais, quasiment 800 pages. Donc voilà. Et mais ça n'enlève en rien qu'en fait, je crois que je suis vraiment passée à autre chose et que cette saga-là, elle m'attire plus du tout. Ça a été assez laborieux sur certains passages que j'ai trouvé chiants. En fait, je crois que je la connais tellement par cœur cette histoire que c'était peut-être pas une bonne idée en fait de vouloir ça a apporté un truc en plus mais vraiment il va falloir que je passe à autre chose et que j'arrête avec cette saga. Encore un Steve Berry. Donc là on est sur du coup le 2e tome de la suite en fait de l'héritage des Templiers que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là on est en 325 avec l'empereur Constantin qui convoque à Nicée un concile général des évêques de l'Empire romain. On est en 1070, l'ordre religieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem est créé. Après l'expulsion des croisés de Terre Sainte, il s'installe à Malte et reçoit en 1312 les biens des Templiers. En 1798, sur les traces d'un secret bien gardé, Bonaparte arrive sur l'île et provoque l'éclatement de l'ordre. Et ensuite, on est en 2019. À la mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se trame alors autour de mystérieux documents datant du concile de Nicée qui, s'ils étaient dévoilés, pourraient mettre l'Église en péril. En quête de ceci, Coton Malone va devoir affronter une société occulte et décrypter bon nombre d'énigmes historiques et religieuses pour percer le dernier secret du Vatican. J'ai l'impression qu'il y a une suite avec le côté templier du premier. Et ça me fait penser au Dan Brown, Ange et Démon, que j'avais adoré. Et vraiment, Steve Berry, pour moi, a un côté très Dan Brown. Donc si à l'occasion, vous aimez ce genre de livre, n'hésitez pas. J'avais aussi acheté Le Déshonneur des Montergnac aux éditions Nouveaux Auteurs, donc de l'auteur Isabelle Buffet. On est donc sur des secrets de famille, des vengeances et des meurtres. En décembre 2008, sur une île bretonne, Édouard Montergnac, un richissime vieillard, réunit famille et amis dans le manoir familial pour régler ses comptes et mettre en scène sa vengeance. Tandis que souffle une violente tempête, un des occupants du manoir est retrouvé mort. Assassiné, Charlotte, ancien gendarme, va mener son enquête en attendant l'arrivée de la police, découvrant ainsi les sombres secrets des Montergnac. La Nanny de Gilly Macmillan, aux éditions Les Escales. On est donc à la mort de son mari, Jocelyne n'a d'autre choix que de revenir s'installer avec sa fille Ruby à Lake Hall, l'austère manoir familial. J'adore cette trilogie de mots, l'austère manoir familial, j'adore. Où vit toujours sa mère, aristocrate, arrogante et froide. À peine arrivée, Jocelyne reçoit la visite d'une mystérieuse femme déclarant être Anna, la nanny qu'elle adorait enfant, disparue du jour au lendemain en 1987. Jocelyne est si contente de la retrouver qu'elle lui propose immédiatement la garde de sa fille, mais très vite les détails sonnent faux. Peut-elle vraiment lui faire confiance et que s'était-il passé à l'époque ? Un huis clos étouffant, la nanny prouve une nouvelle fois le talent de Gilly Macmillan pour les intrigues psychologiques parfaitement maîtrisées. Donc de tous les retours que j'en ai vus, je n'ai vu que du positif sur ce roman. Du coup, il fait partie de ma palle, comme d'autres. Voilà. Le dernier, La conjonction dorée de Benoît Sagaro, aux éditions Nouveaux Auteurs. Ah, là on est lors d'une mission Apollo. 2 crimes terrifiants, 2 messages. L'astronaute Christina Dimitrios a 24 heures pour retrouver les traces de son père disparu mystérieusement lors d'une mission Apollo. Avec l'aide d'un professeur d'archéologie, Christina se lance dans les jeux de piste à la découverte d'indices cachés dans les œuvres anciennes des musées d'Athènes, de Florence et de Paris. Un périple haletant qui l'amènera sur les traces de son père et vers un étonnant secret des astres cachés depuis des millénaires.
La couverture, j'ai adoré. Voilà, maintenant je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je n'en ai pas du tout entendu parler. Donc si à l'occasion vous avez un avis sur ce livre, donc La Conjonction dorée de Benoît Sagaro, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça peut être vachement sympa. Après le côté Mission Apollo en ce moment avec l'envol de Thomas Pesquet, notre astronaute français vers la station ISS, ça peut être pas mal. C'était comme Seul sur Mars que j'avais beaucoup aimé, c'est peut-être le genre de roman à ressortir en ce moment. Donc voilà, du coup, eh bien, félicitations, vous êtes arrivés à la fin de ce book haul. Ouais, il y avait quand même une 50aine de bouquins, c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'on a bien bossé là, voilà. Je pense que vous avez fini votre café et puis vous avez reculé le plaid depuis un petit moment. Un autre book haul va arriver prochainement, je peux pas vous dire quand. Déjà celui-ci, je peux même pas vous dire quand est-ce qu'il va arriver. Voilà, je pense qu'on va reprendre tout doucement le rythme, et en plus de ça j'ai un très bon rythme de lecture. Là en avril j'en suis à bientôt 7 livres lus, ce qui est énormissime, c'est-à-dire qu'en un mois j'ai lu 2 fois plus que ce que j'ai lu en un trimestre, donc c'est vraiment, voilà, pour moi ça dépasse quand même l'entendement, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, j'avance vraiment et je suis super contente en fait de pouvoir revenir vous parler de livres. N'hésitez pas à suivre le blog parce que le blog est vraiment à jour à 100%. J'ai fait quasiment toutes mes chroniques de retard. Je suis super contente de ce que je fais en ce moment. Vraiment, j'ai un regain d'énergie depuis quelques temps. Ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos avis sur les LC, sur les livres qui sont 2e ou 3e d'une saga, si je peux les lire tout seul ou si je suis obligée de lire les précédents. Et puis voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt. Des bisous, bye bye. Sing me a song, the last that is gone.